sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et aujourd'hui nous sommes le jeudi 1er juin et nous allons parler politique avec les élections législatives en France. Le premier tour c'est ce samedi pour les Français de l'étranger. Et pour cette émission spéciale, je reçois Roland Lescure, le candidat de La République En Marche pour les Français d'Amérique du Nord. On en reparle dans un instant de ses projets, de son parcours. On revient juste après la publicité. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous Matin. Tout de suite, nous allons parler politique avec les prochaines élections législatives. Et je reçois tout de suite le candidat de La République En Marche, Roland Lescure. Bonjour Roland. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors du coup, vous êtes ici pour faire campagne actuellement en Floride. Donc vous avez fait le détour par nos studios. On va parler un petit peu de cette campagne législative parce que pour vous, c'est une grande première. Vous étiez numéro 2, c'est ça, de la Caisse des dépôts et de placement du Québec, donc, qui est l'un des plus grands organismes fonciers, c'est ça? D'investissement dans toutes les catégories d'actifs et partout dans le monde, mais basé à Montréal, au Québec. Ouais. Et donc vous avez quitté votre poste de premier vice-président il y a un peu plus d'un mois et demi. Et vous êtes maintenant en campagne pour La République En Marche. Vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui vous a fait basculer finalement à faire cette campagne électorale? Oui, ben moi j'ai déjà eu à peu près 2 carrières. J'ai travaillé au ministère des Finances dans les années 90, beaucoup sur les affaires européennes. Puis ensuite j'ai travaillé dans la gestion d'actifs, d'abord en France. Et puis depuis 8 ans, j'étais à Montréal en charge des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est un grand fonds d'investissement public québécois qui gère les retraites des Québécoises et des Québécois. Et donc j'ai eu 50 ans, c'était peut-être le bon moment pour se poser la question de la 3e carrière. Mais surtout, j'ai eu envie de m'impliquer. J'ai suivi d'abord de loin, puis de plus en plus près, le mouvement derrière Emmanuel Macron. J'ai été adhérent à En Marche dès avril 2016. Et puis on a ensuite créé le comité En Marche à Montréal, qui a très bien fonctionné. Et puis j'avais un devoir de réserve dans mon emploi précédent. Et donc j'ai dû quitter mon entreprise. Et je l'ai fait avec beaucoup de conviction, d'une certaine manière aussi avec beaucoup de liberté. Ça fait maintenant 2 mois en fait donc, que j'ai d'abord fait la campagne présidentielle à Montréal. pour Emmanuel Macron. On a eu des bons résultats, à la fois en termes de participation et de résultats. Mais surtout, j'ai eu envie de m'impliquer. J'ai suivi d'abord de loin, puis de plus en plus près, le mouvement derrière Emmanuel Macron. J'ai été adhérent à En Marche dès avril 2016. Et puis on a ensuite créé le comité En Marche à Montréal, qui a très bien fonctionné. Et puis j'avais un devoir de réserve dans mon emploi précédent. Et donc j'ai dû quitter mon entreprise. Et je l'ai fait avec beaucoup de conviction, d'une certaine manière aussi avec beaucoup de liberté. Ça fait maintenant 2 mois en fait donc, que j'ai d'abord fait la campagne présidentielle à Montréal pour Emmanuel Macron. On a eu des bons résultats, à la fois en termes de participation et de résultats.
J'avais en parallèle posé ma candidature pour être le candidat des Français d'Amérique du Nord pour les élections législatives. J'ai eu un coup de fil il y a 2 semaines et demie, on m'a dit « ça y est, t'es choisi, va faire campagne ». Vous êtes investi oui, je suis investi, oui, par La République En Marche. Et finalement, ça a été très récent pour vous par rapport à d'autres candidats. Vous êtes dans cette campagne depuis 2 semaines. Oui. Finalement, vraiment investi en tant que candidat pour les législatives. C'est votre première campagne, également électorale. Qu'est-ce que vous ressentez? Quels sont les avantages et les difficultés d'une campagne électorale? D'abord, je suis implanté en Amérique du Nord depuis 8 ans. Je travaillais de Montréal, mais on avait des bureaux à New York. J'allais souvent à peu près partout en Amérique du Nord et même dans le monde pour faire nos affaires. Donc je connais bien l'Amérique du Nord, je connais bien un certain nombre de Français d'Amérique du Nord, mais c'est vrai que quand on fait campagne pour les Français d'Amérique du Nord, il faut rencontrer tous les Français d'Amérique du Nord. Par exemple, j'étais jamais venu en Floride. Ça m'a permis de venir en Floride et de rencontrer des Français qui finalement, s'ils ont tous en commun l'amour de la France, ont tous aussi des spécificités, des problèmes et des envies différentes. Les Français de Floride, ce n'est pas les Français de Californie, ce n'est pas les Français de Chicago, de Boston, ce n'est pas les Français de New York, et ce n'est pas non plus les Français qui vivent au Canada. Donc ça me permet, de manière assez accélérée, d'aller à leur rencontre. De vous imprégner un peu des difficultés, des problèmes? Oui, d'abord de me présenter, parce que j'étais assez connu dans le milieu financier, mais c'est vrai que la France en Amérique du Nord, c'est aussi le milieu de la restauration, c'est le milieu de l'art, de la culture, l'éducation évidemment. Donc ça me permet de me faire connaître un peu mieux personnellement, parce que je pense que la politique, c'est aussi une affaire d'hommes et de femmes, et puis de m'imprégner un peu plus des enjeux concrets auxquels ils font face au quotidien. Moi, j'étais membre du conseil d'administration du lycée français à Montréal, par exemple, donc je connais bien les enjeux d'éducation, mais ce n'est pas les mêmes problèmes pour des parents qui sont à San Francisco, là encore à Chicago, à Seattle ou à Miami. C'est ce que vous dites, donc finalement les problèmes ne sont pas les mêmes selon les États. Dans une seconde partie, on parlera du projet, des axes que vous souhaitez développer. Mais pour revenir en fait sur cette campagne électorale, quelles sont les difficultés? Parce que finalement, vous devez redoubler d'efforts. Vous êtes là depuis 2 semaines par rapport à d'autres candidats. Je sais pas. C'est tout accéléré. C'est un défi, mais moi je travaille très fort depuis 25 ans, j'adore travailler. Donc c'est vrai qu'on fait un tour d'Amérique du Nord un peu rapide. Mais du coup, ça permet d'avoir un véritable kaléidoscope de l'ensemble des Français, un portrait accéléré mais condensé de l'ensemble des Français d'Amérique du Nord, qui me donne d'une certaine manière une bonne impression de tout ce qui les réunit quand même, parce qu'il y a aussi des enjeux communs dont ils me parlent tous, et de tout ce qui les divise ou les sépare plutôt que les diviser, des enjeux particuliers qui sont les leurs. Alors du coup, ça a fait un marathon un peu rapide, c'est vrai. On est beaucoup en avion, mais ça permet vraiment d'intensifier le travail. Et moi, j'aime bien travailler en intensité parce que ça permet aussi d'aller vite et d'aller finalement assez fort dans les contacts. Et qu'est-ce que vous attendiez de cette campagne? Comme quand on commence un nouveau job, je n'attendais pas grand-chose. J'avais beaucoup d'espoir de pouvoir peut-être changer un peu les méthodes, changer un peu la manière de faire campagne. Je pense qu'on y arrive. Évidemment, on utilise beaucoup les réseaux sociaux parce que cette circonscription, elle est immense. On ne peut pas rejoindre. Personne d'ailleurs ne peut le faire, même en 1 an et en 5 ans, il y a 200 000 électeurs dans un continent ou dans un demi-continent. Et donc on utilise beaucoup les réseaux sociaux, on essaie de porter des thématiques particulières dans le cadre de petites vidéos qu'on diffuse sur Internet. Alors les gens reçoivent des tonnes d'emails, des tonnes de candidats, puisqu'il y en a 18, mais j'espère qu'ils auront le courage ou la force ou tout simplement la simplicité de cliquer sur le nôtre, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on partage avec eux. Et vous imposez comment en tant que candidat par rapport aux autres? Alors moi, je ne cherche pas à m'imposer, je cherche à proposer. Donc on fait une proposition, je pense, d'une démarche différente, de renouvellement de la classe politique. C'était un des grands axes d'Emmanuel Macron. Évidemment, moi, je souhaite porter le projet d'Emmanuel Macron, qui n'a pas changé depuis 1 an, qui s'est développé dans l'année, et qui n'a évidemment pas changé depuis la présidentielle. Donc il y a un message de cohérence, il y a un message de renouvellement. Parce que moi, je m'intéresse à la politique depuis 50 ans, mais j'en fais de manière active depuis 1 an et j'en fais de manière publique depuis 2 mois. Donc c'est sûr que je n'ai pas les mêmes codes, je n'ai pas les mêmes habitudes, mais je souhaite surtout dire que ce renouvellement, ce n'est pas seulement dans la manière de faire campagne qu'on va le porter, c'est surtout dans la manière de gouverner. Moi, j'ai envie de porter des méthodes différentes à l'Assemblée, avec tous mes collègues d'ailleurs de La République En Marche. On ne va pas être là pour faire des tonnes de propositions de loi, on va se concentrer sur quelques sujets importants, on va y venir sans doute. Et puis je pense qu'on va changer un peu la manière de gouverner, parce que bon, la France va mal, en tout cas la France ne va pas très bien, le monde ne va pas très bien. Et donc on a besoin de renouveler les pratiques, de renouveler les orientations pour qu'on réconcilie finalement l'ensemble des Français, l'ensemble des Européens, avec le fait que la politique, ça peut faire une différence. Moi, quand je parle aux Français, je vois depuis quelques semaines un espèce de souffle d'espoir qui dit il va peut-être se passer quelque chose. Donc ça, c'est à la fois un espoir très positif, mais aussi un besoin impérieux d'avoir les résultats. Et donc on est très déterminé, on est très ambitieux dans les objectifs, mais on va aussi un peu changer les moyens
parce que quand on fait la même chose de la même manière tout le temps, on arrive toujours au même résultat. On veut changer les résultats, il faut changer la méthode. Vous le connaissez, Emmanuel Macron, personnellement? Personnellement, non. Je n'ai pas eu besoin de le connaître personnellement pour m'engager derrière lui, parce que la politique, c'est aussi un mouvement, un programme qui a émergé depuis un an. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans des circonstances professionnelles, quand il était secrétaire général de l'Élysée et que j'étais investisseur, dans une réunion d'ailleurs assez exceptionnelle, dans laquelle il y avait des gens de partout dans le monde, et dans laquelle il m'a vraiment impressionné, par le fait qu'il parle très bien anglais, on en parle souvent, mais aussi parce qu'il disait de la crise européenne qui à l'époque faisait rage. Et puis j'ai suivi son mouvement, j'ai suivi son parcours, j'ai décidé de m'impliquer à fond sur le terrain, parce que je crois beaucoup à la campagne de terrain. Donc à Montréal, j'ai fait campagne sur le terrain, je n'ai pas fait campagne à Paris, et ça m'a plutôt pas mal réussi, je pense. Et au-delà de son accent français, qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé? Qu'est-ce qui vous a incité à rejoindre ce mouvement? D'abord la démarche de renouvellement, ensuite le programme qui mettait l'Europe au cœur du programme. C'était le seul à parler positivement de l'Europe. Moi j'ai une femme irlandaise que j'ai rencontrée à Bruxelles, j'ai beaucoup travaillé sur l'euro au moment où on le crée, et donc je suis un Européen convaincu, je suis persuadé que la France ne peut être forte que si l'Europe est unie. D'ailleurs, je pense que la France, pour être unie, doit aussi être dans une Europe forte, pour paraphraser Emmanuel Macron. Donc l'Europe, le renouvellement, et puis aussi un programme d'équilibre qui finalement va chercher le meilleur, qu'il soit à gauche ou à droite, peu importe. L'essentiel, c'est que les bonnes mesures soient mises en avant, qu'on les défende, qu'on les porte, qu'on les mette en œuvre. Et moi, je suis persuadé que pas seulement en France, d'ailleurs, ce renouvellement des clivages, il doit se faire partout dans le monde, il va se faire partout dans le monde. D'une certaine manière, comme ça a été le cas à travers les siècles, la France, je pense, est en train de montrer l'exemple au monde. Et c'est assez enthousiasmant de faire partie de cette aventure. Moi, j'adore ça et j'espère que les Français vont nous suivre jusqu'aux législatives. Et donc justement, on va parler un petit peu aussi de ce programme, de ces axes, de ces projets. Donc ça, on y reviendra dans quelques instants. Et finalement, vous êtes à la rencontre, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'électeurs ici pour la première circonscription qui rassemble les États-Unis et le Canada. Vous faites comment pour aller à leur rencontre, pour vous exprimer? Donc il y a les réseaux sociaux, vous en parliez un petit peu. Nous, on a une force énorme, c'est le mouvement En Marche. Le mouvement En Marche a un an, il a plus de 4000 membres en Amérique du Nord. À lui seul, il a plus de membres que l'ensemble des autres partis réunis. Donc évidemment, on a des comités très actifs, locaux, où il y a des talents exceptionnels, de gens qui ne s'intéressaient plus à la politique, qui ont décidé de s'y lancer et qui nous aident, qui ont eux-mêmes des réseaux locaux dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la restauration. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on arrive, on fait une petite rencontre avec le comité et ils nous aident à rencontrer les Français qui comptent parce qu'ils ont une perspective un peu spéciale sur ce qui se passe dans leur ville ou dans leur région. Et donc ça nous aide beaucoup. Finalement, ce mouvement unique, il est exceptionnel d'efficacité. Ensuite, il y a les réseaux sociaux, effectivement, qui nous aident à amplifier notre message. Mais il n'y a rien qui remplace une rencontre d'homme à homme ou d'homme à femme pour avoir une vraie conversation. Et donc ça, je les multiplie au maximum. Je ne compte pas mes nuits, mais ça me va bien. J'ai toujours beaucoup travaillé et là, je le fais avec beaucoup de plaisir. Très bien. Roland Lescure, vous restez avec nous. On va essayer de prendre un petit peu l'air juste le temps de la publicité. Un petit peu, on a un petit problème d'air conditionné aujourd'hui. On va revenir juste après la publicité. Vous restez avec nous. Merci. À tout de suite. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992,
Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous Matin, spécial politique. On parle des élections législatives en France, ce sera ce samedi. Et je reçois donc Roland Lescure, vous êtes avec nous pour cette émission spéciale. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Donc vous êtes le candidat de La République En Marche, je le rappelle. On va parler de votre projet. Il y a 3 axes autour de votre projet qu'on va développer. On commence peut-être par l'éducation pour les enfants. Alors, il y a d'abord un point très important, c'est qu'Emmanuel Macron, il a été élu président de la République. Maintenant, il faut transformer cette énergie nouvelle qu'il a suscitée, il faut la transformer en majorité parlementaire. Donc notre premier objectif quand même, c'est d'être un des députés qui vont former la majorité parlementaire, qui vont permettre à Emmanuel Macron de mettre en œuvre son programme. Ensuite, effectivement, on a des axes particuliers qui concernent les Français d'Amérique du Nord. Ouais. Il y en a 3. Le premier, c'est l'éducation. Donc ça c'est important, c'est quelque chose qui... Pour moi c'est priorité. essentiel. C'est essentiel d'abord parce que c'est essentiel pour Emmanuel Macron dans son programme national. Vous savez qu'il a remis la culture et l'éducation au cœur finalement du programme. Parce que si on veut régler les problèmes d'intégration, de marché du travail, de formation professionnelle, ça commence par l'éducation. Donc c'est important pour l'ensemble de la nation et c'est très important pour les Français qui vivent en Amérique du Nord parce que quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont venus ici, certains sont des expatriés qui passent par l'Amérique du Nord avant d'aller à Singapour, en Australie ou ailleurs. Il y en a d'autres qui s'implantent. Il y en a d'autres qui vivent ici depuis longtemps et qui ont des enfants ou même des petits-enfants qui habitent ici. Tous les Français ont besoin d'éducation en français, mais tous les Français n'ont pas besoin de la même éducation. Les expatriés ont besoin finalement d'un programme du type des lycées français qui leur permet de naviguer le monde en ayant un enseignement cohérent. Mais les gens qui sont implantés ici, ils ont besoin de solutions différentes qui leur permettent d'avoir accès à un enseignement en français, mais aussi de s'assurer que leurs enfants comprennent l'univers dans lequel ils vivent. Et donc il y a toutes sortes de propositions qui existent aujourd'hui à travers les États-Unis, à travers le Canada, qui sont différentes, qui sont très flexibles, les réseaux Flamme évidemment, les charter house, les écoles publiques. Il y en a d'ailleurs des très belles ici à Miami où il n'y a pas de lycée français et pour autant les enfants français peuvent apprendre le français et apprendre en français. Donc moi ce que j'aimerais c'est qu'on s'assure qu'il y a une flexibilité de l'offre, toutes ces offres qui répondent à une flexibilité de la demande, qu'on a une bonne équité des moyens et qu'on a un accès favorisé, notamment via la disponibilité de professeurs parce que avoir des professeurs qui savent enseigner le français et enseigner en français, c'est difficile. Et donc ça va prendre des relations avec les communautés locales pour s'assurer qu'on comprend bien les différentes offres. Parce que moi, ce qui me plaît dans ce que je rencontre aujourd'hui sur le terrain, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneuriat d'éducation. Il y a des gens qui montent des écoles, il y a des gens qui contribuent à monter des programmes français dans des écoles, qui sont des véritables entrepreneurs de la culture, qu'il faut utiliser davantage pour assouplir un peu le système qui parfois en France est un peu carré. Bon. Donc c'est vraiment intégrer ce qui se fait ici pour améliorer le système en France. Ensuite, c'est réfléchir au financement, parce qu'il y a des modes alternatifs de financement qui c'est un peu le problème aussi. Oui, l'argent est le nerf de la guerre, mais l'argent ne fait pas tout. Mais il y a des enjeux de financement, et il faut s'assurer que là aussi, les meilleures pratiques sont partagées, qu'on a une approche un peu cohérente, et que peut-être il faut redistribuer certains des budgets. Penser à la disponibilité des professeurs, et surtout, comme on le fait beaucoup en Amérique du Nord d'ailleurs, moi je suis à Montréal depuis des années, que les parents m'en parlent ici, dans les écoles d'Amérique du Nord, on écoute beaucoup plus les parents qu'on a tendance à le faire en France, qui sont parfois laissés à la porte de l'école. Et donc ça, c'est un autre point très important de notre programme, de mon programme, c'est il y a des bonnes pratiques en Amérique du Nord, il faut les importer. Il faut les étendre, c'est ça, il faut les emmener en France. Il faut les étendre en Amérique du Nord et aussi les emmener en France.
Donc ça, c'est le premier sujet qui vous tenait à cœur, c'est l'enseignement. Oui. Moi, j'ai bénéficié de l'école républicaine. J'ai eu la chance d'étudier aussi à l'étranger, à Londres. J'en suis le plus heureux des hommes. Ça m'a permis de faire une carrière exceptionnelle, mais aussi de rencontrer des amis qui aujourd'hui vivent à travers le monde. Je suis bilingue, c'est une chance énorme. Ouais. Il faut qu'on donne ces mêmes chances à nos enfants qui aujourd'hui en ont besoin. Et trop souvent, on a considéré que les Français qui vivent en Amérique du Nord sont un peu des exilés, qui sont un peu loin de la France, qui l'ont quitté. En fait, c'est une force énorme. Et pour que cette force s'exprime, il faut qu'ils gardent cette matrice de notre culture qui est la langue française. Donc ça, c'était pour le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la fiscalité. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez proposer? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant? Alors ça, c'est un sujet très important pour tous les Français d'Amérique du Nord, mais ils en parlent tous de manière différente parce qu'en fait, ils ne sont pas égaux face à la fiscalité. Vous savez que par exemple pour la CSG, qui est un sujet important dont on parle souvent... Est-ce qu'on peut déjà préciser la CSG, rappeler un petit peu? Alors la contribution sociale généralisée, qui est une contribution sociale en fait qui couche l'ensemble des revenus des Français en France, notamment les revenus du patrimoine immobilier, à la fois locatif et à l'occasion des transactions. Et les Français d'Amérique du Nord payent, donc sont redevables de la CSG quand ils vendent ou quand ils louent un bien immobilier en métropole. Et ça pose des enjeux différents selon qu'on habite par exemple au Canada ou aux États-Unis. Au Canada, on peut récupérer la CSG sur ses impôts canadiens. Si vous êtes habitant aux États-Unis mais résident fiscal en France, évidemment, vous payez tout ça en France. Mais si vous êtes résident fiscal aux États-Unis, vous avez à la payer également. Il y a plein de Français qui me disent tout ça c'est bien gentil, mais moi je n'en ai pas pour mon argent, je paye des impôts et je n'ai pas les services. Donc moi ce que je souhaite, en cohérence évidemment avec le programme de la République En Marche, c'est mettre à plat l'ensemble de ce que j'appelle des droits et des devoirs des Français à l'étranger. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Donc il y a des services qu'on touche, il y a des Français qui rentrent régulièrement en France, il y a des Français qui touchent une retraite quand ils rentrent, il y a des Français qui ont encore accès à des assurances sociales, puis il y a des Français qui n'y ont pas accès. Puis il y a des Français qui payent, puis des Français qui ne payent pas. Et donc il faut vraiment qu'on remette tout ça à plat pour s'assurer que globalement dans le monde d'ailleurs, pas seulement en Amérique du Nord, il y a un équilibre. C'est pas tout à refaire en fait, on garde l'existant mais il y a des réflexions à apporter. Je pense que rien n'est exclu à ce stade. La seule chose que je vais dire, et ça fera plaisir à Emmanuel Macron parce qu'il l'a dit souvent dans la campagne, les problèmes complexes n'ont pas de solution simple. Et donc quand le problème est complexe, il faut le remettre à plat, il faut l'étudier et il faut ensuite mettre en place une solution qui est à la fois efficace et équitable. Aujourd'hui, c'est pas très efficace, mais c'est clairement pas équitable. Et donc, il faut qu'on change ça. Mais on ne peut pas le changer d'un coup de cuillère à peau. Il faut remettre ça à plat et examiner les choses, je dirais, en toute raison, et ensuite mettre en place des solutions qui bénéficient à tout le monde. Donc ça, c'est au fur et à mesure. Ça, c'était pour la deuxième axe du projet, on va dire. Et puis, pour le troisième axe, c'est les démarches administratives que vous souhaitez un petit peu rendre tout numérique. Écoutez, les Français, en 2012 et en 2013, ils ont voté à peine à 20% pour les élections législatives et on avait le vote électronique. Donc moi, mon inquiétude cette fois-ci, c'est que les gens n'aillent pas voter. Parce qu'on n'a pas le vote électronique. Et donc, si j'ai un message à envoyer aux Français, c'est allez voter le 3 et 17 juin. Bon, si vous voulez voter pour moi, je ne m'en plaindrai pas, mais même si vous votez pour l'un ou l'autre de mes... L'essentiel, c'est d'aller voter, en fait. C'est essentiel. Pour n'importe quel candidat, mais l'essentiel, c'est d'aller voter. C'est essentiel pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a eu un élan démocratique exceptionnel à la présidentielle. Il faut qu'il soit transformé dans la législative. Mais surtout, si on veut que le député ou la députée d'Amérique du Nord soit bien représenté et bien entendu à l'Assemblée nationale, il faut qu'il soit bien élu, qu'il ait des voix derrière lui ou elle qui le portent de manière puissante. Et donc, il faut vraiment que les gens aillent voter. Ils peuvent faire des procurations, ils peuvent faire le vote par correspondance, mais c'est pas aussi efficace, en tout cas, c'est pas aussi sûr. Mais il faut vraiment que les gens aillent voter. Mais il faut que le vote électronique soit en place dans 5 ans, c'est sûr, parce qu'on est au XXIe siècle. Il y a des pays très bien qui le font, comme l'Estonie. Il faut le généraliser. Plus généralement, il faut que l'accès à l'administration soit simplifié pour les Français qui vivent en Amérique du Nord. Sur le numérique. Le renouvellement du passeport, le permis de conduire pour ceux qui en ont encore un, toutes les démarches finalement consulaires et administratives, on doit pouvoir les numériser. Et on va le faire d'ailleurs pas seulement pour les Français d'Amérique du Nord, parce que les problèmes des gens qui sont parfois dans les banlieues de Miami ou au fin fond du Québec, ils les ont aussi dans la Creuse ou dans le Limousin. Finalement, là, de ce point de vue-là, on est tous pareils.
Donc il faut simplifier les démarches administratives, il faut numériser les contacts avec l'administration. Il y a 5 milliards d'euros de prévus dans le programme d'Emmanuel Macron et de La République En Marche pour ça. Et évidemment, ça on m'en parle beaucoup, énormément quand je traverse l'Amérique du Nord, parce que c'est un sujet qui concerne le quotidien des Français. Ouais. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont dû rouler 4h30 pour aller voter, ouais. Que ce soit à Chicago ou ici un peu moins. Dans certains États, ouais. Là c'était moins compliqué, mais dans certains États, ils ont été vraiment touchés. Ouais. À Montréal, il y a des gens qui n'ont pas voté, il y avait une longue file d'attente, on l'a vu, mais aussi en Californie, ailleurs à Seattle. Et donc ça, il faut le simplifier. On a les moyens informatiques de le faire. Il faut s'assurer évidemment qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Le vote des Français doit être sûr. Mais ça, on peut s'en assurer. On a tout ce qu'il faut. On a un super secrétaire d'État à l'économie numérique qui va nous faire ça, je pense, très efficacement. Donc on l'aura compris, l'éducation, la fiscalité, le tout numérique, enfin pour les démarches administratives, pour votre projet. Un dernier mot, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu, en fait, qu'est-ce que vous pensez du nouveau gouvernement avec notamment la nomination d'un Premier ministre de droite ? Écoutez, ce nouveau gouvernement, pour moi, il reflète exactement ce qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il ferait. Il a fait ce qu'il a dit ce qu'il ferait. Et on a effectivement un Premier ministre de droite, mais qui n'est pas juste un Premier ministre de droite, qui est un Premier ministre jeune, moderne, dynamique, qui a montré dans sa ville du Havre qu'il savait bien gérer une ville. Et on a finalement une palette de personnalités politiques et civiles qui ont été prises à la fois pour leur expérience et pour leur connaissance et leur expertise. Avoir la ministre de la Culture qu'on a, la ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, qui sont des gens qui sont des experts. Nicolas Hulot à l'environnement, ça fait 4 gouvernements successifs qui voulaient l'avoir, il a toujours dit non, il a dit oui cette fois-ci. Et puis à côté de ça, des vrais poids lourds politiques qui connaissent la machine, si je puis dire, qui savent faire de la politique, mais qui, je pense, vont être un peu rafraîchis par des collègues nouveaux qui vont sans doute un peu changer, je dirais, l'ambiance autour de la table du Conseil des ministres. Et j'espère bien que l'Assemblée, ce sera pareil. Moi, j'étais à la réunion des députés et des candidats de La République En Marche il y a maintenant 2 semaines et demie à Paris. C'est rafraîchissant. On voit des gens qui connaissent la politique, mais qui sont aussi un peu mouvementés par des jeunes qui débarquent, qui viennent de la société civile, qui arrivent avec leur expertise, leurs discours différents. Donc moi, je suis très impatient de finir cette campagne. J'espère que je vais être élu, parce que je rêve de me retrouver à l'Assemblée avec, je dirais, un panorama un peu différent de celui qu'on avait l'habitude de voir quand on regardait la télé le mercredi après-midi pour les questions au gouvernement. Merci Roland Lescure d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On s'excuse une nouvelle fois pour cette condition d'enregistrement qui est un petit peu désastreuse aujourd'hui. Ça me rapproche du terrain. En Floride, les Français ont chaud. Vous ne connaissiez pas la Floride, vous avez vu un petit peu l'ampleur de ce que peut produire la Floride aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci bien, et je rappelle aux téléspectateurs que le premier tour des élections législatives, c'est ce samedi, avant le second tour, le 17 juin. Merci Roland Lescure. Merci. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant.
Merci à tous d'avoir suivi Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission qui a été un petit peu laborieuse à tourner. Vous le savez, les conditions climatiques en Floride sont assez excellentes actuellement. Il fait très chaud et suite à ce problème qu'on a eu dans les studios, la climatisation a été un petit peu compliquée aujourd'hui, mais on voulait quand même vous diffuser cette émission et rencontrer Roland Lescure, le candidat de La République En Marche. Donc on a tourné cette émission dans ces conditions. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Une émission à retrouver en podcast comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv et on se retrouve demain avec de la climatisation, je l'espère, pour une nouvelle émission dès 9h. À demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.